Bonjour et bienvenue. Je crois qu'il ne reste plus personne dans la salle d'attente ou qu'elle Ah a ouais, été OK. abolie, donc tout est beau pour l'instant. Alors, je vais faire une petite présentation d'usage avant qu'on débute. Alors, bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous. C'est notre première conférence de l'année 2022 dans le cycle de conférences du CIRST. Et pour cette conférence, il nous fait plaisir de recevoir M. Stéphane Couture, qui est professeur au département de communication de l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur les dimensions sociales et politiques des médias numériques d'Internet. Pardon. Entre autres réalisations, M. Couture compte plusieurs projets de recherche sur les logiciels libres, les médias alternatifs, la politisation des technologies, entre autres choses. Il a par ailleurs mené différentes initiatives situées à l'intersection des milieux associatifs et universitaires. Il est présentement co-responsable du Laboratoire sur les droits en ligne et les technologies alternatives, le labdelta.ca, si j'ai la bonne adresse, une initiative émergente visant à devenir un espace d'expérimentation au confluent de la technologie, de l'activisme politique et de la réflexion critique. Pour la conférence qu'il nous offre aujourd'hui, donc ça va être une durée d'environ 40 minutes qui est prévue. À la suite de la présentation, comme toujours, une période de questions est ménagée. Tous et toutes sont grandement invités à intervenir en demandant bien sûr le droit de parole avec la bien nommée petite main Zoom qu'on connaît tous maintenant. Celles et ceux qui ont été avec nous par le passé le savent, la conférence fait généralement l'objet, et c'est le cas aujourd'hui, d'un enregistrement pour qu'on puisse la diffuser ultérieurement dans la section médiathèque de notre site web du CIRST. Sachant-le aussi, l'enregistrement s'étend aussi aux petites discussions qui peuvent avoir lieu. Donc, tout ce qui est fait en mode public fait l'objet d'un enregistrement aussi. Donc, conserver les trucs plus privés pour les discussions directes, les messages directs, disons. Quant au micro, évidemment, on vous demande sans surprise pour le temps de la conférence de les laisser fermés. Pour les caméras, c'est libre à vous. On les ferme selon votre bon vouloir. Et voilà pour les considérations d'usage. Je crois que Stéphane est prêt, notre conférencier est prêt, on a le visuel, je crois que tout le monde est en mesure de le voir dès maintenant. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole et le temps d'écran à notre invité pour sa conférence, dont je prends le temps de vous mentionner le titre déjà, « Valeurs sociales et délibération éthique dans le développement des standards d'Internet, le cas de l'Internet Engineering Task Force ». À vous, Stéphane. Oui, vous m'entendez toujours? Toujours très bien, merci. C'est bon. Bonjour tout le monde. Je suis très content, en fait, de faire une conférence au CIRST, cette conférence-là au CIRST aujourd'hui, parce que, en fait, jadis, j'étais étudiant au CIRST à la fin de la maîtrise, au début du doctorat, et j'ai même rencontré ma conjointe qui est encore avec qui nous sommes encore en couple aujourd'hui au CIRST en 2006, qui était Geneviève Sépanic, une ancienne étudiante de Pierre Doré. Ma présentation d'aujourd'hui, en fait, va porter sur le cas de l'Internet Engineering Task Force. D'emblée, j'aimerais présenter, il s'agit de quoi, parce que c'est quelque chose, peut-être, probablement, vous n'avez jamais entendu parler de ça. En fait, l'Internet Engineering Task Force est... Ah, tiens, Yves Gingras. L'Internet Engineering Task Force, en fait, c'est une organisation informelle sur le plan légal créée en 1986 qui produit la plupart des standards et des protocoles Internet. En fait, l'organisation est commanditée par des grandes compagnies comme Huawei, Google, Cisco. Et elle fait en fait plusieurs rencontres, des rencontres 3 fois par année, donc de 1000 participants et des échanges par courriel, une participation qui est ouverte à tout le monde, même si dans les faits, les personnes qui ont du pouvoir, c'est les personnes dans cette organisation-là qui représentent des compagnies. L'organisation, en fait, comme j'ai mentionné, elle crée les standards d'Internet. Par exemple, le standard, quand vous envoyez un courriel, là, le fait d'avoir un champ de, un champ de pour et un champ corps, par exemple, c'est cette organisation-là qui décide, en fait, ou qui a décidé dans le passé
de ce standard-là du courriel. Donc, l'exemple du courriel, je vais le donner plus tard, en particulier pour une modification proposée par Huawei dernièrement. Donc, d'abord, un mot, pourquoi que je m'intéresse à cette organisation-là, qui est un peu particulière, c'est que ça fait quand même, je dirais, depuis que j'ai commencé des recherches en communication, depuis la maîtrise, je m'intéresse aux questions de logiciels libres, de justice sociale et d'infrastructure d'Internet. Et en fait, j'étais à l'Université York et j'avais fait un projet de recherche financé par le CRSH qui abordait en fait le rôle de la société civile dans la gouvernance d'Internet. Et je suis tombé sur un groupe, en fait, un groupe de la société civile, dont Article 19, une organisation qui défendait la liberté d'expression, qui défend la liberté d'expression, qui s'impliquait dans cet organisme-là de l'IETF, que je connaissais un petit peu parce que j'avais lu ça dans les livres d'histoire de l'Internet, en fait, quand je faisais mes études en communication, mais je ne pensais pas que c'était aussi actif. Et il s'intéressait à ces gens-là, en fait, droits humains et protocoles d'Internet. Donc, j'ai décidé de les suivre parce que ça me fascinait vraiment. Et finalement, j'ai comme découvert ou redécouvert cette espèce de monde-là de l'Internet Engineering Task Force, qui sont des ingénieurs qui discutent en fait des standards techniques d'une manière la plupart du temps incompréhensible pour moi. Donc, en fait, ces acteurs de la société civile-là, ils se sont fortement impliqués dans le groupe Internet Engineering Task Force et ils ont brassé la cage, si on veut, ce qui a conduit l'année dernière le New York Times à parler, en fait, rendre compte d'une lutte ou d'une controverse au sein de l'IETF sur les termes master-slave qui sont utilisés en informatique comme étant si on allait remplacer ces termes-là. Donc, en fait, cette controverse-là va être l'aboutissement de mon histoire, de l'histoire que je vais raconter aujourd'hui. Mais tout d'abord, en fait, je vais faire une espèce d'introduction, présenter le cadre théorique, c'est quoi un peu plus en détail l'IETF, et je vais terminer par ça. Donc, je voudrais mentionner, c'est une analyse, en fait, qui s'étend sur 2 projets. Comme je l'ai mentionné, j'avais reçu un financement CRSH pour regarder l'implication, en fait, de la société civile. J'appelais ça les propositions technologiques ou les propositions de design de la société civile en contexte de gouvernance d'Internet. Et ce qui m'a amené, en fait, un des groupes que je commençais à regarder, c'était ce groupe-là de la société civile qui s'impliquait dans le Internet Engineering Task Force. Et ça m'a amené, en fait, à ensuite déposer un fonds de recherche, une subvention de recherche au FRQSC, donc relève professorale, sur le même titre, en fait, que je présente aujourd'hui. Donc, ma question de recherche centrale pour aujourd'hui pourrait s'articuler à peu près de cette façon-là. De quelle manière les valeurs, les dimensions sociales et éthiques sont-elles prises en compte dans l'élaboration des standards d'Internet et en particulier dans le cas de l'IETF? Donc, de manière générale, mon orientation théorique en tout cas, à tout le moins durant le cadre de cette analyse-là, s'articule selon 3 axes. Le premier, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler une approche sociotechnique, un terme, en fait, qui est assez utilisé dans le lab CMO. Donc, Alexandre Coutan, en 2015, avait fait une espèce de recension de cette étude-là. Mais le terme sociotechnique lui-même est utilisé par plusieurs travaux en STS. Je pense à Sheila Jasanoff qui parle des imaginaires sociotechniques, en tout cas. Donc, plus précisément, en fait, je me situe en continuité de plusieurs travaux qui parlent du tournant infrastructure dans les études sur la gouvernance d'Internet. Donc, la gouvernance d'Internet, il y a un champ d'études autour de ça qui s'intéresse à la régulation de l'Internet, la façon dont les droits humains sont pris en compte dans ces régulations-là. Mais récemment, il y a eu un tournant qu'on pourrait appeler STS, en fait, qui s'intéresse à la pratique, à la pluralité, en fait, des technologies, la performativité, le plumbing, le plombage. Donc, on s'intéresse plus à la matérialité, en fait,
ou pour reprendre ce que Francesca Muciani appelle, c'est comment les infrastructures gouvernent l'Internet également. Donc, on s'intéresse davantage à ça. Deuxièmement, un autre aspect qui m'intéresse depuis longtemps, c'est la question des valeurs et du design technologique qui se traduit en fait également par un fil rouge qui traverse plusieurs travaux. On peut penser aux travaux de Rua Benjamin, la publication récente de Rua Benjamin qui s'intéresse aux technologies d'Internet et les questions de race. Mais plus anciennement, en fait, des chercheurs comme Hélène Nissenborn ou plus vieux encore, Susan Lister qui disait que c'était important, une des choses importantes, c'était de regarder en fait la façon dont des valeurs morales ou éthiques en fait s'inscrivaient dans les profondeurs des technologies, des infrastructures d'information. De la même façon, en fait, je m'intéresse aussi à comment en fait comment les technologies peuvent être l'objet de réflexions politiques ou de choix démocratiques. Donc, je m'inscris un peu, disons, pas en continuité, là, mais je m'inspire de Andrew Finberg sur ça. Et finalement, la question des ethnographies des cultures hackers et logiciels libres auxquelles moi-même j'ai contribué. Parce que, comme je vais le mentionner, en fait, cette étude-là, même si elle ne porte pas son nom, c'est en pratique, en fait, une étude des logiciels libres parce que l'IETF n'utilise que des logiciels libres et c'est un peu ça qu'ils construisent, en tout cas des standards ouverts. J'aimerais aussi mentionner que mon travail empirique est en dialogue avec celui de deux jeunes chercheurs, en fait, qui travaillent vraiment intensément là-dessus. Neil Stanover et Corinne Kapp, qui ont travaillé sur les questions des droits humains à l'IETF. Donc, ils viennent de terminer leur doctorat sur ces questions-là. Donc, si vous voulez approfondir d'autres aspects assez similaires, en fait, vous pouvez regarder les articles que ces personnes-là ont faits. Donc, avant de poursuivre, je voudrais faire une clarification conceptuelle sur ce que j'entends par valeur. En fait, je me réfère ici à une définition assez large, générale et pragmatique qui est donnée par Friedman Carnehal dans un livre, c'est Human Values and Design. Je ne me rappelle plus lequel par cœur, mais finalement, c'est ce qu'une personne ou un groupe de personnes considère important dans la vie. Le plus important, en fait, dans ça, donc c'est assez large. Le plus important dans ça, c'est que ces autrices-là distinguent entre, d'une part, les valeurs fonctionnelles comme la valeur de la performance, de l'utilisabilité, de la stabilité ou de l'interopérabilité, et ce qu'elles appellent des valeurs sociales ou à connotation éthique comme la vie privée, la liberté d'expression, la confiance ou l'autonomie. Donc, dans le cadre de ces recherches-là, c'est vraiment, on cherche à voir comment ces valeurs-là ici sont articulées en fait au design technologique ou bien aux architectures technologiques. Donc, mon étude, c'est une étude de cas. Je vous invite à référer à un vieil article, pas si vieux, là, mais une note de recherche du CIRS de Guillaume Laticota sur les études de cas en STS, mais plusieurs autres travaux sur les études de cas, mais basé en fait sur mon participation active depuis 2018 dans l'IETF, quelques entrevues semi-dirigées qu'on a faites, que j'ai faites aussi, et également une analyse ou une veille hebdomadaire des listes de courriels et des documents qui prennent part à ça. Donc, vous avez un exemple ici d'une des veilles que mes assistants de recherche font à chaque semaine. Donc, vous voyez 286 emails dans une liste et tout ça. Donc, je vais revenir avec ça, mais en fait, on fait ça de façon systématique. Et là, on est en train d'approfondir un peu une analyse un peu plus systématique que je vais présenter ici, qui est plus de l'ordre ethnographique, je dirais. Donc, j'aimerais commencer par présenter un peu plus en détail l'IETF. C'est quoi l'IETF, son rôle et sa gouvernance? Donc, comme j'ai mentionné, l'IETF, c'est une organisation qui a été créée de façon informelle dans le temps où l'Internet, c'était juste une espèce de projet expérimental qu'on ne savait pas trop. On ne pensait pas dans ce temps-là que tout le monde allait utiliser ça et qu'on allait faire des métavers et des crypto-monnaies. Donc, c'était quelque chose de
plutôt informel, en fait, qui a été créé en 86, mais qui a continué de persister, qui a évolué et qui joue un rôle important. C'est une des institutions clés de la gouvernance d'Internet. Donc, ici, vous avez l'organigramme de l'IETF. Donc, l'IETF, c'est ça ici. Donc, une organisation informelle, mais qui dépend sur le point de vue administratif, en fait, d'un autre organisme à but non lucratif qui s'appelle Internet Society. Et entre les deux, en fait, vous avez différents comités comme ça, comme l'Internet Architecture Board, qui fait office de liaison entre ces organisations-là. Donc, à côté de ça, vous avez aussi l'Internet Research Task Force, qui est son organisation sœur qui s'intéresse en fait plus à ce qu'ils appellent des recherches à plus long terme sur les standards et les protocoles techniques. Mais au fin, en fait, de cette analyse-ci, moi, souvent, on les recoupe et dans ce cas-ci, je vais les regrouper, en fait, les deux ensemble. Ils font leur rencontre, ils utilisent les mêmes outils, les deux ensemble. C'est les mêmes personnes essentiellement. Donc, en fait, l'IETF est divisé, en fait, comme j'ai mentionné, en soi, c'est une organisation informelle, mais qui est divisée en plusieurs working groups qui vont s'intéresser à différents aspects des standards d'Internet. Bon, par exemple, connectivité, le routing, les applications, la sécurité, l'infrastructure et le cas expérimental. Donc, chacun de ces working groups-là a un président et font différents travaux comme ça. L'IRTF, ici, Internet Research Task Force, vous voyez ce diagramme-là, ils l'ont mis comme un sous-groupe de l'IRTF. Et IRTF a également des working groups. Donc, ça fait beaucoup d'acronymes. En fait, une des personnes me disait que une des personnes que j'avais rencontrées mentionnait qu'une fois que vous avez compris tous ces acronymes-là, c'est le temps de passer à un autre champ de recherche, là. Donc, c'est ça. Donc, pour vous donner une idée de l'ampleur, en fait, une idée de l'ampleur ou des modes de participation de ce groupe-là, juste pour vous donner quelques points. Donc, il s'agit en fait d'une organisation, comme je l'ai mentionné, informelle, mais ouverte. Donc, aucun membership pour participer aux discussions ou même prendre part aux décisions, mais il y a un privilège accordé sur la récurrence et la loyauté. Donc, souvent, certaines positions, en fait, comme président des comités, en fait, vont être données aux personnes qui participent depuis au moins 3 rencontres, en fait, ou depuis 3 ans. Donc, l'organisation, en fait, fait des rencontres hybrides ou virtuelles 3 fois par année. En fait, avant, c'était hybride, mais maintenant, c'est complètement virtuel à cause de la pandémie, qui réunissent environ 1000 personnes, incluant la plupart des gens, c'est des ingénieurs des grandes compagnies comme Huawei. Donc, Huawei a un poids important dans ça. Tout ça, c'est complètement archivé. Toutes les discussions, toutes les vidéos, les gens, en fait, on peut participer par chat et les chats sont archivés. Un data tracker qui archive tous les documents de travail, y compris les esquisses, les différentes versions des esquisses, des standards et les documents approuvés et communication par liste de courriel constamment. Donc, on parle d'environ 2000 courriels par semaine sur 700 listes de discussion. Donc, c'est quand même, sur le plan communicationnel, c'est une organisation assez complexe, assez distribuée. Donc, beaucoup des pratiques, en fait, sont basées sur les logiciels libres. Les technologies qui sont utilisées utilisent toutes des standards ouverts des logiciels libres et ça la rappelle aussi les formes d'organisation des logiciels libres sur lesquelles je n'approfondirai pas ici, là, mais j'ai travaillé là-dessus dans le passé et c'est une des raisons, en fait, pourquoi ce cas-là m'intéresse beaucoup. Donc, comment ça fonctionne? En fait, les prises de décision fonctionnent sur la base d'un principe qui est assez connu dans l'histoire d'Internet, qui s'appelle le Rough Consensus et le Running Code. Donc, en gros, comme c'est des ingénieurs, en fait, si les ingénieurs sont capables de montrer que leur proposition de standard fonctionne, en fait, donc running code, donc ça s'exécute, et qu'il y a un consensus approximatif, donc le standard est approuvé. Donc, on a une méthode, en fait, qu'on pourrait étudier en communication qui s'appelle le
humming, donc qui est la modalité par laquelle, en fait, on adopte un standard. Donc, je vais vous passer une petite vidéo dans laquelle on présente ce humming-là. Là. C'est assez intéressant aussi d'aborder ça aussi, disons, ce que ça dénote en termes de valeur au sein de l'organisation. All right, don't sit down, Kathleen. So we're going to do 2 hums. The first one is to support adoption, and one is to not, to oppose. So the second one, it's like, do you support adoption of draft RHRD TLS 1.3 visibility as a TLS working group item? And the next one is, do you oppose adoption? Okay. Please hum now if you support adoption of draft RHRD TLS 1.3 visibility 01 as a TLS working group item. Thanks. Please hum now if you oppose adoption of draft RHRD TLS 1.3 visibility 01. Donc, vous voyez un petit homme pour appuyer l'adoption, puis un grand homme pour opposer. Donc, ça donne une idée, en fait, de si on atteint le consensus ou pas. Donc, tout ça, cette procédure de humming-là, elle est caractérisée. Elle est, disons, codifiée ici dans les standards. Ce qu'on remarque aussi, 2 choses que je voudrais vous montrer, c'est sur le plan méthodologique, justement, c'est que toutes les conférences sont archivées, comme je l'ai mentionné, et également l'opacité, en fait, des termes. Donc, moi-même, j'ai une formation d'informatique, mais quand je vais là-bas, je me concentre sur environ, je comprends à peu près 15% de ce qui se dit et c'est sur ce 15% que je me concentre. Plus spécifiquement, en fait, l'organisation, ce qu'elle produit là, concrètement, c'est des documents qu'on appelle des requests for comments. Les requests for comments, c'est une forme de documentation qui a été créée en 1969, en fait, et qui se voulait au début, en fait, comme le terme le dit, c'était une requête pour avoir des commentaires. Mais petit à petit, en fait, c'est devenu en soi, en fait, un terme pour définir des standards. Donc, les RFC qu'on appelle, donc, par exemple, dans ce cas-ci, c'est le RFC 6854 qui va updater le 5322. Et ce RFC-là, c'est une proposition de standard, je pense, qui veut, par Huawei Technologies en 2013, qui veut avoir plusieurs personnes dans le champ de email. Donc, on essaie de discuter de ça. Les standards, éventuellement, ça devient des standards d'Internet qui s'appellent RFC, mais ça ne veut pas... en fait, c'est des documents finaux. Il n'y a pas de commentaires à faire. C'est un peu approximatif. Donc, c'est un peu, comment dire, d'un point de vue sémantique, c'est un peu confus. Ça crée de la confusion, mais c'est comme ça. Donc, fonctionnement par consensus approximatif, aujourd'hui considéré comme des publications officielles de standards. Donc, vous avez, par exemple, les types de RFC, vous avez des standards, des informationnels, des Internet Drafts. Donc, tout ça, c'est des RFC. Chaque RFC porte un numéro comme ça. Et en fait, les RFC peuvent devenir historiques, en fait, à un certain moment, et sont remplacés par d'autres RFC. Donc, pour le prochain 20 minutes, je vais essayer d'aborder, excusez, une petite coquille, les valeurs sociales et les délibérations éthiques au sein de l'IETF, en présentant quelques éléments de réflexion générale, puis ensuite en poursuivant sur une controverse en particulier au sein de l'organisation. Donc, si on veut s'intéresser aux valeurs, en fait, on peut s'intéresser, disons, y aller dans une perspective de survol et voir. Et un des slogans qui apparaît, par exemple, sur ce T-shirt-là, donc à chaque rencontre en personne de l'IETF, on produit des T-shirts. Donc, il y en avait une rencontre, à Montréal, il y avait une belle feuille d'érable du Canada, là. Mais ici, par exemple, vous voyez, we reject kings, presidents and voting. We believe in rough consensus and running code. Donc,
On voit en fait qu'il y a certaines ici, certaines valeurs anti-autoritaires qui sont exprimées sur le T-shirt et sur ce plus ou moins slogan-là de l'IETF. Donc, qui sont assez typiques quand même des valeurs des pionniers ou des pionnières de l'Internet et aussi de la culture hacker dans le monde du logiciel libre. Paradoxalement, en fait, les personnes qui sont investies dans cette organisation-là proviennent de grandes entreprises, en fait, qui concentrent beaucoup d'autorités ou elles-mêmes qui dépendent d'autorités étatiques et de présidents. Je pense encore à l'exemple de Huawei qui est très actif, en fait, dans ces processus-là. En fait, j'avais commencé un survol aussi pour essayer de voir au niveau des RFC, donc les documents de standard, en fait, comment la notion d'éthique, elle est abordée, en fait, dans ces discussions-là. Puis là, on voit ici, par exemple, dans un RFC, le 1087, donc comme ils ont tous des numéros, mais dès janvier 89, on commence à parler explicitement des questions d'éthique. Donc, ici, on parle de la question d'éthique, en fait, savoir justement, il ne faut pas perturber les infrastructures d'Internet, il ne faut pas les pirater, il ne faut pas trop les mobiliser, mais dès cette RFC 1087, on parlait des questions de vie privée également. Plus récemment, en fait, en 2013, justement, les questions de vie privée et en particulier suite aux révélations d'Edward Snowden sur la surveillance massive d'Internet, bon, les questions de vie privée ont pris beaucoup de place, en fait, dans le développement des standards d'Internet. Donc, auparavant, ce qui intéressait les gens, en fait, c'était plutôt de mieux communiquer. Hein. En tant que chercheur en communication, je n'aime pas trop ça dire ça, mais disons que les dispositifs technologiques communiquaient entre eux de façon plus efficace et qu'ils soient plus robustes, mais la question de la vie privée n'était pas particulièrement prise en considération. Une des choses qui a changé, en fait, dans les révélations d'Edward Snowden, c'était qu'on a découvert, en fait, que dans certains standards, même certaines organisations avaient eu de l'influence au niveau des standards pour les rendre, en fait, plus vulnérables aux enjeux de vie privée. Donc, pour donner un exemple du peu de considération de la vie privée dans les standards d'Internet, le courriel, par exemple, même encore aujourd'hui, le protocole de courriel par défaut n'est pas crypté. Et là, en fait, on a ici, en 2013, là, une première révision, une réflexion plus systématique sur les considérations de vie privée dans les protocoles d'Internet. Ce que je voudrais noter ici, c'est que, en fait, parmi les auteurs, les autrices, en fait, il y a ici Alicia Cooper, qui est par ailleurs la première femme qui est devenue la présidente de l'IETF. Mais plus important en ce qui concerne ma présentation, elle est l'autrice au nom de CDT. CDT, en fait, qui est aux États-Unis le Center for Democracy and Technology, qui est une organisation de la société civile qui travaille justement pour avoir des designs technologiques qui vont être davantage démocratiques, donc promouvoir les valeurs démocratiques dans le shaping, en fait, le façonnement des politiques technologiques et des architectures technologiques. Donc ça, on voit à partir de 2013 là, un début, en fait, de l'implication des organisations de la société civile dans cet espace-là, un espace qui était surtout mobilisé par des ingénieurs, des gens très, très techniques, en fait, pour amener des enjeux, des valeurs sociales et éthiques comme les droits humains et tout ça. Un autre groupe, donc ça, c'est le groupe qui m'a intéressé particulièrement au début qui continue de m'intéresser, c'est un groupe de travail qui a été formé par des gens, par exemple, de Article 19 et de APC, une autre organisation assez active au niveau de la gouvernance d'Internet, une organisation de la société civile,
qui s'appelle Human Rights Protocol Consideration. Donc, il s'agit ici, le groupe, en fait, sa principale réalisation, c'est de créer un RFC informationnel dans lequel on essaie de voir les différentes considérations de droits humains. Les questions, bien, vous voyez ici à droite, c'est la table des matières, là, les guidelines, une grille pour prendre en considération les droits humains dans le développement des protocoles. Et là, par exemple, on voit la vie privée, l'anonymat, l'adaptabilité et tout ça. Donc, c'est quand même un effort important, en fait, de créer les RFC 80 comme ça, parce que c'est des documents qui doivent être adoptés par consensus. Moi, j'ai tenté de m'impliquer un peu là, dans ça et je vais vous avouer qu'un consensus avec 200 personnes sur un texte de 25 pages, c'est vraiment pas évident à obtenir. Mais eux, avec quand même beaucoup d'insistance et de persévérance, ils ont réussi à travailler là-dessus. Ensuite, ce groupe-là, en fait, ils ont proposé d'autres, ce qu'on appelle d'autres drafts, d'autres esquisses. En fait, des esquisses, ce sont des documents qui ne sont pas adoptés par consensus, mais ils sont quand même disponibles publiquement et ils participent, en fait, aux discussions. Donc, par exemple, un draft qui s'appelle Freedom of Association on the Internet, auquel moi-même, en tant que dans une démarche d'observation participante, disons, j'ai tenté de contribuer. Notes on Working Standards and Politics, Quick Human Rights Review. Quick, c'est un protocole mis de l'avant par Google pour remplacer les DNS, donc les considérations de droits humains dans ce protocole-là de Google. Et finalement, en fait, un dernier espace, un draft sur le féminisme et les protocoles d'Internet, en fait. Donc, plusieurs efforts comme ça, mais un des efforts, en fait, de ce groupe-là, c'est d'avoir amené, disons, dans la dernière année, d'avoir amené l'attention sur ce qu'on appelle, ce qui est appelé les terminologies inclusives ou les terminologies exclusives. Donc, la dernière partie de ma présentation va se concentrer sur cette controverse-là qui est encore chaude, en fait. Donc, la controverse a commencé au début des années. En 2018, je ne me souviens plus quel mois exactement. En fait, suite à l'annonce que Python, qui est un langage de programmation informatique, avait aboli les terminologies master-slave, en fait, dans son langage de programmation. Et en fait, une personne a seulement lancé ça, de dire qu'est-ce que vous en pensez. Il s'en suit suivi, en fait, des dizaines et même des centaines de courriels qui ont été démarqués, se sont manifestés, se sont exprimés par différentes vagues selon 2 années. Donc, vous voyez ici, en fait, une chaîne de courriels à ce niveau-là. Comme j'ai mentionné, ces courriels-là sont accessibles publiquement, mais j'essaie de ne pas trop rentrer dans les détails pour ne pas personnaliser l'enjeu. Mais vous voyez déjà au titre, en fait, le genre d'argument, en fait, qui est sorti. Donc, par exemple, une personne change le titre du courriel puis dit « We have bigger fish to fry ». Donc, on a des plus gros poissons à faire frire, là. Donc, personne n'a posé la question si la friture, c'était bien ou pas, là, mais bon. Donc, je vous présente un tableau ici. J'hésitais à le présenter, mais quelques arguments, en fait, un tableau un peu synthèse des arguments contre le changement de terminologie ou les arguments pour le changement de terminologie. Donc, en fait, évidemment, ces discussions-là font écho à des débats contemporains qu'on a ailleurs et on retrouve à peu près le même type d'arguments, excepté peut-être que dans ce cas-ci, un des arguments qui ressort, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas d'humain, en fait, d'impliqué. Donc, c'est les master slaves, en fait, on parle en fait d'un ordinateur qui est le maître et un autre ordinateur qui est un esclave. Donc, en fait, on dit qu'il n'y a pas d'humain impliqué et ça détourne l'attention sur d'autres discussions, d'autres enjeux véritablement de droits humains comme la vie privée. Et à l'inverse, on dit les personnes, en fait, c'est des personnes humaines qui vont utiliser ces terminologies-là et ça peut quand même être lassant à la longue de voir tout le temps maître-esclave passer. Et un autre type d'argument, c'est que de changer cette terminologie-là
peut avoir comme impact que l'IETF pourrait être une communauté plus diversifiée et inclusive. Et cette diversité-là amène de meilleures décisions. Donc, au début, en fait, cette controverse-là s'est passée par, comme j'ai dit, des vagues successives de courriels, de discussions par courriel, mais peu à peu, ça s'est manifesté par des propositions, en fait, de RFC, donc ce qu'on appelle des Internet Drafts. Donc, la première, c'était une proposition de terminologie, pouvoir et langage exclusif dans les Internet Drafts et dans les RFC, dans lequel on essayait de voir, en fait, this document argues for more inclusive language. Donc, on essaie de mettre de l'avant des conventions de langue un petit peu plus inclusives pour remédier à ce problème. Ça a été répondu, en fait, par d'autres Internet Drafts. Donc, vous avez, par exemple, ici, c'était, bon, ça, c'est la date d'expiration. Je n'ai pas la date de création. Mais, donc, qui dit, ben oui, c'est intéressant, mais en fait, il ne faut pas que ça nous distrait de quelque chose d'autre et il faut faire attention pour pas pas changer ce qu'il y avait avant parce que c'est un peu compliqué. Et finalement, un autre draft, en fait, qui apporte d'autres éléments, en fait, dans ce cas-là. Donc, on a vraiment une discussion à deux niveaux, à la fois au niveau des courriels, puis à la fois au niveau formel, sous de la manière de formuler des propositions, en fait, de documents conventionnels. Donc, le débat était assez fort, en fait, et a manifesté une certaine polarisation, ce qui a amené à un certain moment le Internet Engineering Steering Group, qui est un comité qui chapeaute tout ça, qui a amené, en fait, ce comité-là à dire que oui, on soutient, en fait, l'effort que les gens mettent pour avoir une terminologie plus inclusive dans nos standards, même si la voie est un peu compliquée à faire. Bon, ça a suscité quand même d'autres controverses et tout ça. À un tel point, à un moment donné, qu'un article, et c'est l'article dont je parlais au début, du New York Times, qui a décidé de porter le regard sur cette organisation-là, l'Internet Engineering Task Force, qui est quand même une organisation un peu obscure dans l'espace public, pour montrer, en fait, l'espèce de la bataille, en fait, sur les termes offensifs en informatique et un peu les backlash autour de tout ça. Donc, la controverse s'est déroulée et finalement, encore une fois, le Internet Engineering Steering Group a décidé, en fait, de faire un autre communiqué dans laquelle, en fait, ils encouragent maintenant, ils recommandent aux gens d'utiliser le guide du NIST. Donc, c'est je l'oublie toujours, mais c'est le US National Institute of Standards and Technology. Donc, un document standard qui recense, en fait, qui fait le tour, en fait, des recommandations de terminologie inclusive, par exemple dans le APA, dans le style bibliographique de APA de Chicago, mais aussi dans d'autres autres organisations de standardisation et ensuite fait certaines recommandations. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, ce papier-là, ce document de standard-là qui est fait par une autre organisation, cite le document en ébauche de l'IETF, ce qui a ouvert la discussion, en fait, par la suite sur le statut de tous ces documents publics-là qui circulent autour de l'IETF. Mais je n'ouvrirai pas la porte ici sur ça. Donc, je vais terminer avec quelques éléments d'analyse avec ça. C'est sûr que mon objectif ici, c'était vraiment de présenter ce que je pourrais appeler une histoire empirique parce que c'est une organisation qu'on ne connaît pas beaucoup et que je suis toujours en train d'explorer. Mais je voudrais proposer, en fait, quelques éléments d'analyse. Le premier, en fait, c'est de chercher, c'est un concept que j'essaie de mettre de l'avant ou de développer, mais c'est celui, en fait, d'intervention sociotechnique.
Donc, ce qui m'intéresse dans ça, c'est la manière dont certains activistes, certaines personnes engagées socialement dans des organismes de la société civile vont essayer d'intervenir dans des espaces hautement technologiques. Donc, parfois, en fait, mobiliser des gens en informatique qui sont capables ou en ingénierie qui sont capables de comprendre ces termes-là et de façon à changer, en fait, ces choix-là. Donc, 3 inspirations pour conceptualiser ces interventions techniques-là. D'abord, le concept de ce que Feinberg appelle des rationalisations démocratiques, qui sont, donc lui utilise le terme intervention. Justement, je suis allé voir un peu dans la littérature comment le terme intervention est utilisé. Donc, des interventions visant à défier le pouvoir non démocratique inscrit dans les technologies. En 2005, là, il a publié il a fait des études sur les mouvements, des études en STS sur les mouvements de patients qui se sont impliqués, en fait, se sont mobilisés pour changer l'orientation, la recherche sur le sida. En fait, il parle de mouvements orientés vers les technologies ou mouvements orientés vers le produit. Donc, l'accent sur des mobilisations d'organisations civiles pour lesquelles la cible du changement est le soutien pour une technologie alternative. Et finalement, Hill Gartner parle d'une avant-garde sociotechnique, donc Social Technical Vanguards, qui permet de cibler ça. Une autre façon de le voir aussi, c'est en fait, ce qu'on constate, c'est que, et Neil Tenzover, qui est un acteur de cette histoire-là, mentionnait à un moment donné, bon, ça fait quand même 10-15 ans que la société civile internationale aborde les questions d'inclusion numérique, de fracture numérique, de gouvernance d'Internet, de démocratie et tout ça. Mais on est beaucoup dans les discours et et bon, au mieux, on est comme dans les politiques publiques. Mais en fait, ça commence depuis à peu près 5 ans à Only Now It's Hitting the Metal. En fait, ça ne touche pas encore le métal encore, là, mais ça touche les standards. Donc, on peut voir ça comme Suchman, en reprenant Barad, parle d'une sédimentation des pratiques. Donc, tout ce qui est le discours, puis ensuite des pratiques et tout ça qui devient sédimenté, en fait, dans des standards technologiques. Donc, on a une espèce de longue évolution depuis des discours sur les inégalités numériques, ensuite vers des pratiques technologiques alternatives, par exemple autour des logiciels libres, mais des hackerspace ou des serveurs, en fait, ce que je pourrais aborder dans une autre présentation, mais des serveurs militants et tout ça, vers un engagement, en fait, dans le développement des protocoles et standards d'Internet. Mais il y a quelques mais, en fait, sur la question de la technologie, il reste qu'on demeure quand même au niveau du discours, même si c'est un discours qui est inscrit, en fait, éventuellement inscrit dans les termes utilisés pour désigner l'infrastructure, mais on n'est pas au niveau de l'architecture ou du design, en fait. Par exemple, comme ça serait le cas de la vie privée, où on essaie d'augmenter le chiffrement. J'ai presque terminé, là. J'y arrive. Donc, plusieurs doutes sont émis aussi sur la pertinence politique de ce répertoire d'action-là, d'agir sur les questions terminologiques. Ça fait référence, évidemment, bon, c'est des débats qui sont ambiants aussi. Et dans mes entrevues, certains mettaient en relief, justement, est-ce qu'il vaut mieux pour la société civile de rester au niveau des régulations des politiques publiques plus largement, ou bien ça vaut vraiment la peine de mettre tout cet effort-là pour comprendre ces aspects technologiques-là et agir au niveau du design. Et finalement, dernier aspect qui m'intéresse beaucoup, mais je vais juste le mentionner ici, c'est en fait, quelle est l'agentivité de ces protocoles-là? Parce que ce qu'on a à faire ici, ce sont des textes et en fait des textes qui sont publiés sur Internet, mais qui n'ont aucun pouvoir prescriptif, en fait. Donc, les gens sont pas obligés, les compagnies ne sont pas obligées de l'adopter, mais les compagnies sont quand même fortement investies dans ça. Donc, c'est plus une question, en fait, dans mon département, il y a l'approche, on appelle ça l'approche de la communication constitutive des organisations, ou de la communication constitutive tout court, mais
qu'est-ce que ça fait, en fait, ces textes-là, en fait? Qu'est-ce que ça fait et comment ils agissent exactement pour prescrire le développement d'Internet ou pour, en fait, c'est ça. Donc, je tiens à vous remercier pour tout ça. Donc, un gros merci et j'ai mis ici une liste de références s'il y en a qui veulent regarder. Et merci beaucoup et j'espère que vous avez apprécié, que vous avez des bonnes questions. Je vais arrêter de mon partage. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette conférence. Donc, sans plus tarder, oui, je peux ouvrir la période des questions en demandant aux gens de l'Assemblée que je vois tous ici sur mon écran. C'est la première fois que ça arrive bien comme ça. On devrait en faire un standard, justement, de Zoom. Donc, je vois tout le monde ici. De lever la main si une question apparaît. Moi, je vois beaucoup de carrés noirs. C'est normal. Non, mais je vois les carrés noirs, mais ils sont tous au même endroit, ce qui est la première fois que ça m'arrive. Donc, voilà, c'est mon simple étonnement un peu naïf. OK. Donc, je vois qu'il y a une main levée ici de François. Oui, vous pouvez ouvrir votre bonjour. micro. Merci beaucoup Stéphane, c'est super intéressant comme présentation. Je me demandais, parce qu'en fait ce qui est intéressant dans ton travail, c'est que tu montres en fait que il y a toujours une certaine matérialisation qui s'opère, c'est-à-dire quand on a une réflexion sur l'éthique, l'éthique, ou en tout cas plus de diversité, plus d'inclusion, etc., il faut bien que ça se matérialise quelque part pour qu'il y ait des effets. Et ce que tu montres, c'est qu'effectivement, il y avait de l'inclusion au niveau du discours social de plus en plus, même s'il y a de la résistance, effectivement, dans les groupes de pression, etc., et pour ou contre, là, effectivement. Mais en même temps, tu montres qu'effectivement, ça se matérialise de plus en plus également aussi dans les standards, dans les protocoles, même si ça reste encore du discours, comme tu dis. Ça se matérialise, mais ça se matérialise au niveau du discours parce que le discours est toujours matériel de toute façon, donc il y a toujours une matérialisation. Mais tu dis, j'aimais bien la fin où c'était, ça n'a pas encore atteint le niveau de l'acier, enfin du hardware, ou je ne sais pas si c'est ça dont on parle, où là il y aurait finalement, ça se matérialiserait encore plus d'une certaine manière, ou en tout cas d'une manière différente, parce que là on pourrait le toucher en quelque sorte. Si j'ai bien compris, ou en tout cas on pourrait, et ça aurait aussi des conséquences directes, comme tu dis, sur la vie privée, d'une manière plus infrastructurelle, si j'ai bien compris, et peut-être moins superstructurelle, si on veut utiliser les vieilles catégories marxistes. Donc tout ça va dans le sens en fait de 2 degrés de matérialisation, si on veut. Et voilà, moi je me disais aussi, c'est marrant parce qu'on pourrait peut-être faire un parallèle aussi avec le déboulonnage des statuts des confédérés dans les grandes villes du sud des États-Unis, où là aussi ce discours inclusif a atteint finalement l'acier aussi, en l'occurrence les statuts des confédérés. Je ne sais pas si tu veux faire un parallèle, mais c'est où on sort du discours et où on est toujours d'une certaine manière dans le discours parce que ces statuts représentaient quelque chose, c'était des signes aussi, mais ça commence à agir sur des grands symboles, des choses qui sont établies depuis longtemps et qui commencent à être déboulonnées. Est-ce que tu feras un parallèle avec ce genre d'approche ou de mouvement, voilà. Oui, en fait, c'est ça. C'est sûr que, comme j'ai mentionné, il y a quelque chose. En fait, c'est un cas particulier d'un phénomène ou de dynamique sociale beaucoup plus large, là. Je trouve ça intéressant, la question des statuts, parce que là, ça touche le métal. En fait, ce que j'essayais surtout d'inciter, en fait, c'est comme une réflexion que j'ai eue hier, là, mais on essaie en préparant. Mais c'est que même au niveau de la statue, on reste dans le niveau quand même symbolique, là. C'est sûr que c'est une statue de métal, mais
Dans le niveau de la terminologie, ça reste, c'est pour ça que je dis que ça reste au disco. Je sais que toi, tu es Ouais, l'expert du disco, mais Non, mais t'as raison, à l'inverse, contrairement à des affordances, en fait, de la technologie, comme la vie privée, ça change vraiment de comment les possibilités que ça permet de faire, ou même il y a des trucs. Roua Benjamin, elle a quand même elle a commenté des trucs symboliques, mais des fois, il y a des trucs au niveau des algorithmes, les algorithmes qui vont causer certaines inégalités, par exemple, en rendant criminel, en identifiant comme criminels certaines personnes qui ne le sont pas. C'est assez documenté, mais là, on est plus au niveau des conséquences, je ne sais pas comment dire, mais je ne sais pas, la distinction n'est pas claire encore dans ma tête, là, mais pour moi, c'est deux niveaux différents. Et c'est pour ça, en fait, une des réponses, justement, c'est que ça ne change pas. Le master slave, si on l'appelle primary, secondary, ça ne change pas la technologie, ça change comment qu'on l'appelle, là, si on veut. Donc, c'était une des réactions. Ce qui, à mon sens, est quand même important, là, mais c'est deux niveaux différents. Donc, je vais laisser l'animateur, en fait, gérer les tours de parole. Donc, Oui, parfait. Merci Stéphane pour cette réponse. Merci pour la première question. Il y a Guillaume Lasgo qui a une question. Je t'en prie, Guillaume, tu peux ouvrir ton micro. Oui, c'est fait. Merci pour cette présentation, Stéphane. Moi, je me réjouis que tu poursuives en fait cet effort de recherche à partir, si j'ai bien compris, quand même essentiellement à partir d'archives, parce que est-ce que tu pourrais nous préciser s'il y a des observations, j'allais dire, de type synchrone que tu fais ou bien est-ce que c'est vraiment l'analyse de corpus que tu constitues grâce à l'archivage systématique que cette organisation réalise? Dans tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça extrêmement intéressant de regarder comment Internet, en fait, en coulisses, donne lieu à des débats souvent enflammés, pour pas dire sanglants, entre les développeurs, en fait. Moi, j'avais mené ça à une toute petite échelle, à l'échelle du développement d'un protocole IRC. Mais toi, donc, tu le mènes au niveau supérieur, au niveau, je dirais, de la couche fondamentale du réseau. Et je trouve ça très, très important, en fait, d'une part. Et j'aurais deux questions spécifiques. Bon, d'abord, la question de la plasticité, parce que en fait, il y a quelque chose là-dedans que je trouve qui est révélé par ton étude, c'est que finalement, on peut, dans une certaine mesure, on peut changer pas mal de choses dans l'architecture logicielle, mais finalement, on ne le fait pas forcément parce qu'il y a un coût humain, il y a un travail qui est impliqué, il y a une sorte de, disons, de résistance, mais cette fois de résistance dans l'autre sens. Hein. Je travaille sur les résistances numériques, mais là, c'est vraiment la résistance, pour employer un terme diffusionniste, au changement. Mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui fait que bien que ce soit théoriquement possible de faire des modifications au protocole, en fait, il y a une pesanteur. Et donc, moi, je trouve intéressant parce que ça contribue. Est-ce que tu vois la pertinence du concept de plasticité pour ce type de recherche? Et puis, par ailleurs, juste une question remarque en même temps, c'est que finalement, tu nous disais, il y a des biais qui émergent après coup des algorithmes, mais là, en l'occurrence, ce sont des biais qu'on peut identifier même en amont, dont on n'avait pas nécessairement, disons, dont on ne s'inquiétait pas, parce que les valeurs ont évolué, parce que la société a évolué. Mais là, finalement, on découvre qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut agir en amont. Et est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui va prendre plus d'importance dans le développement d'Internet à partir de maintenant? Est-ce que tu vois une tendance qui prend de l'ampleur? OK. Il y a plusieurs questions, là. D'un point de vue méthodologique, juste répondre rapidement, mais
donc, ben, je l'avais présenté une diapo, là, mais j'ai fait à un certain moment des observations, ben, en synchrone, là, si on veut, des observations, mais de l'observation participative. Donc, je participais aux activités. Ça me demandait, ben, c'est très exigeant parce que, il est toujours là, Guillaume, c'est très exigeant parce que c'est assez complexe, là, juste être à la rencontre puis écouter les gens. D'autre part, j'ai essayé de participer et là aussi, c'est assez. Ben, je me suis rendu compte, en fait, c'est assez difficile de faire la participation aussi quand on est prof avec tout ce qu'on a à faire, là. Donc, j'essaie de repenser un peu comment je travaille le terrain avec ça. Il reste que les fois j'ai fait de l'observation, ça me permet une compréhension contextuelle quand même importante que je ne pourrais pas avoir avec les juste regarder les archives, là. Je pense. J'ai fait aussi quelques entrevues, mais c'est surtout en fait de regarder surtout dernièrement, là, de suivre des conversations. On dirait que je le formalise à travers les conversations que je suis. La plasticité, en fait, ben, ce n'est pas un concept que j'utilise, là, mais peut-être que ça serait intéressant, mais en fait, je pense que j'aime bien l'idée de sédimentation parce qu'à un moment donné, plus que ça s'accumule, plus que ça se renforce, okay? Plus ça devient dur, mais il y a quand même possibilité de retravailler ça. Mais plus c'est sédimenté, plus c'est difficile de changer. Donc, il y a comme une résistance matérielle là, à ça. C'est sûr qu'il y a une résistance idéologique, mais je pense que ce que tu montres, ce que tu essaies de dénoter, c'est plus la résistance matérielle, en fait, qui s'accumule. Le fait, est-ce qu'on peut, tu sais, il y a 8000 RFC, est-ce qu'on les change toutes a posteriori pour changer tout ça? Outre les dimensions idéologiques, il reste que c'est quand même compliqué, là. Donc, plasticité peut-être, là, en fait, comme concept, mais c'est sûr qu'il y a une plasticité relative, là, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres concepts, d'autres façons de voir cette possibilité. C'est ça, sédimenter, ça permet de voir à quel point tu peux saisir certains moments de plasticité, alors qu'à d'autres moments, ça va solidifier et tu ne peux plus changer les choses. Finalement, agir en amont, ben, je pense que c'est ça, c'est un effort pour agir en amont. Donc, ce que les gens m'ont parlé, surtout en entrevue, c'est qu'ils ressentaient que de la part des ingénieurs, il y a comme une allergie à penser que les technologies peuvent avoir des dimensions politiques ou des répercussions politiques, ce qui est pour nous assez, bon, c'est évident, là, mais c'est quasiment comme une réalisation en soi que le monde, que l'organisation du moins l'accepte et qu'on cherche à penser a priori, en fait, ces dimensions-là. Ceci dit, je pense qu'on ne peut pas tout saisir les répercussions. On ne peut pas prédire, en fait, les impacts de la technologie ou les usages, là, comme tu sais, Guillaume. Là. Donc, il faut voir, en fait, moi, je pense à ça de quoi d'y penser, du moins, là, puis d'essayer de les anticiper, mais c'est sûr qu'il va y avoir des billets, comment que Nissan Band dit ça, des billets émergents par la suite là, qui vont arriver. Fait que, donc, j'espère que ça répond un peu à ta question. Là, mais... Guillaume nous dit oui. Parfait, merci Stéphane. J'ai Yves qui m'a demandé la parole. Donc, Yves, tu peux ouvrir ton micro. Voilà. Bonjour. Bonjour, merci, M. Stéphane, Gingrand. pour ta présentation. Moi, j'ai une question. Je ne suis pas trop sûr de comprendre. C'est quoi que tu veux faire précisément? C'est quoi ton but? Okay, ça, c'est bien. La partie 1, tu dois nous décrire effectivement c'est quoi l'organisation, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça, c'est la partie 1, c'est nécessaire. Ensuite, je me dis, bon, tu nous décris une controverse, là, ils s'excitent en disant qu'il ne faut plus utiliser slave parce qu'on est excité et ça nous empêche de dormir. On va trouver d'autres mots. OK, puis là, on va peut-être dormir mieux le soir. C'est correct. Mais là, ce que je me demandais, c'est ensuite, toi, une fois que tu as tout ça, les éléments, est-ce que tu vas faire donc des analyses explicatives, genre faire intervenir, mettons, des caractéristiques sociologiques ou économiques? Par exemple, là, je viens de voir que tu viens de le faire un peu, puis ça, c'est utile de dire, écoutez, dans la technologie, il y a quand même certaines irréversibilités. Demain matin, s'il y a 1300 protocoles, et puis là, qu'il faut 2000 ingénieurs, puis ça coûte 3 milliards, bien, la compagnie ne le fera pas. Là. Ça ne va pas un doctorat pour comprendre ça. Donc, ça, c'est un exemple que je donne. Là. Et après, il faut aller voir si c'est ça qui s'est passé. OK? Et aussi d'essayer de comprendre, de dire, c'est intéressant,
d'essayer de comprendre la position de ces acteurs-là quand ils s'intéressent au monde abstrait des mots. C'est-tu parce qu'effectivement, ils sont incapables de changer le réel? Par exemple, tu disais le protocole qui fait qu'on a les mails, il n'est pas crypté. Ah, là, on est dans quelque chose de précis. Fait que tu dis, OK, pourquoi il ne crypte pas? Parce que là, on est dans. S'il crypte, ça a des conséquences tout de suite. On le voit. Hein? Là, le FBI va avoir un petit peu plus de problèmes, entre guillemets, à lire mes emails. Là, on est dans le précis, dans la technologie, de dire, bien, si tu cryptes ça, là, qui fait ça? Ça coûte combien? C'est quoi les conséquences? Rappelle-toi le bug de l'an 2000, là, il y avait du blabla. Hey, les avions vont s'écraser. Mais il y avait aussi le fait de dire, si on a engagé des milliers d'ingénieurs, informaticiens qui ont fait de l'argent à l'os avec ça. Donc, en gros, là, ce que je voudrais savoir, c'est au-delà de ces gens-là, de dire, oui, mais c'est sûr que quand ils s'intéressent aux mots, c'est peut-être la meilleure chose qu'ils peuvent faire parce que ces gens-là n'ont qu'une force pratique. C'est que dans leur petite tour d'ivoire, ils veulent qu'on soit gentil quand on écrit des phrases. Ça ne change rien, comme tu dis, dans le... Mais on peut expliquer pourquoi ils font ça. Parce que c'est un peu bizarre de penser qu'ils vont changer le monde parce que c'est plus master and slave. Okay? J'ai de la misère à penser qu'ils pensent ça. Mais s'ils pensent ça, il y a une raison sociologique. C'est qu'ils vivent dans une petite bulle déconnectée du monde puis ils pensent qu'ils font la révolution. Ça me fait penser au concept qui a été inventé par le philosophe français marxiste, là, la lutte des classes dans la théorie. Quand il a inventé ça, c'est que c'est un marxiste universitaire, puis il se dit, la lutte des classes, c'est important, mais moi, je ne suis pas un travailleur, je ne suis pas un activiste, je suis un prof de philo à l'École normale supérieure. Donc, il m'a inventé la lutte des classes en théorie, puis il m'a dormir mieux le soir. Donc, ce que je veux savoir, c'est que toi, c'est quoi les étages qui t'intéressent? Matériel, irréversibilité, position sociale des techniciens, des compagnies qui coûtent des milliards et qui ne veulent pas le faire. C'est quoi qui t'intéresse comme facteur explicatif de la description que tu nous donnes? Donc, comme facteur explicatif, en tout cas. Donc, je dirais, moi, ce qui m'intéresse principalement, là, il y a deux dimensions, là, mais la première, ça serait comme les possibilités, les possibilités, Finberg apparaît ça, les possibilités d'intervention démocratique, mais les possibilités d'action des organismes de la société civile, OK, dans le développement technologique. Donc, ça, c'est ce qui traverse l'ensemble de mon travail. Donc, c'est un peu ça que j'ai utilisé le titre valeur et machin truc là, de façon générale, mais c'est vraiment ça qui traverse en fait l'ensemble de mon travail. C'est comment les acteurs, mettons, la société civile orientés vers la justice sociale ou les militants, en fait, vont chercher à intervenir pour changer le design. Ensuite, pour répondre au cas plus particulier, je voudrais souligner en fait que, comme je l'ai mentionné, la question de la vie privée, les questions d'encryption, c'est porté par les organismes de la société civile. Donc, la vie privée, ça a été... là, ça change là, quand même de quoi. Mais si on parle, par exemple, si on change le HTTPS, je ne sais pas si vous savez c'est quoi là, quand vous allez dans votre navigateur, mais une des personnes qui a vraiment beaucoup porté ça pour que les compagnies adoptent le HTTPS, c'est quand même un militant, en fait, de ACLU, je pense. Donc, ce n'est pas juste du discours, OK? Les groupes de la société civile sont là, mais je dirais là, je ne peux pas le démontrer ici, là, mais par les conversations que j'ai eues, la question de la terminologie, c'est plus comme une action stratégique parce que ça répercute en fait, là, puis c'est assez facile quand même à saisir et ça a en fait des effets quand même internes. Bon, tu dis ça ne change pas de quoi, mais ça change de quoi dans le sens que les gens sont plus... je veux dire, avant cette controverse-là, par exemple, ça ne parlait pas beaucoup de diversité au sein de l'IETF. Là, maintenant, ça en parle. Ça n'a pas un effet direct, mais ça peut avoir un effet indirect. Et c'est comme, je l'appellerais un cheval de Troie, en fait, pour pouvoir s'impliquer dans les structures. Donc, ça, c'est la dimension principale qui m'intéresse. La dimension secondaire, c'est justement
ces questions-là de matérialisation, en fait, des valeurs sociales dans les technologies, puis un peu de jusqu'à quel point on peut échanger, là, mais donc, c'est deux dimensions, mais pour moi, c'est deux dimensions différentes qui ne sont pas exactement la même chose, mais qui se recoupent, là. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Oui, oui, parce que là, je comprends mieux, parce qu'en même temps, il faut tenir compte justement des contraintes. Puis le fait d'être dans la matérialité, ça peut dire, oui, ils ont fait ça, ils ont été actifs, ça n'a pas débouché. Pourquoi? Il y a des raisons à ça, là. Je veux dire, on n'a pas à avoir peur d'expliquer. À la fin de la journée, il y a des raisons. Hein? Il y a plusieurs raisons, soit par leur position, soit effectivement, comme tu l'as dit, s'il y a 1300 protocoles, ils vont se dire, bien là, hostie, qui va faire ça? Est-ce qu'il y a une entente? Comme tu dis, les choses qu'ils ont faites, mettons, ne sont pas obligatoires aux compagnies. Donc là, ça peut être par la pression qu'on va réussir à faire, par dire, bien, l'autre compagnie l'a fait. Fait que si un l'a fait, si Google l'a fait, l'autre va le faire. Il faut renforcer un. Il y a des stratégies pour que les changements se fassent. Mais dans certains cas, ils n'atteindront pas le métal. Et là, il faut expliquer pourquoi il ne suffit pas de dire, ben oui, ça va atteindre le métal. Il y a des raisons à ça. C'est ça, je veux dire. Mais là, je comprends mieux que tu as les deux niveaux. Je ne dis pas que ce n'est pas important au niveau du discours. Je dis ça en blague un peu pour montrer qu'effectivement, ce n'est pas la même chose que, par exemple, d'imposer, comme l'exemple que tu viens de donner, HTTPS, bien ça, c'est précis. C'est dans la technologie. Si tu ne mets pas le S, tu ne trouveras pas le site ou etc. Donc, je comprends mieux les deux niveaux. C'est ça, je veux que tu clarifies. Je te remercie. Bienvenue. Je me suis moi-même pas mis le micro. Je ne sais pas si Stéphane, tu voulais rebondir sur le complément ou j'ai une question qui est apparue dans le module clavardage qui pourrait être en continuité de ça en quelque sorte. C'est une question de Maria qui nous pose cette question, si tu veux bien. Donc, je vois que l'un des auteurs de standards est lié à Huawei, une compagnie qui est située en Chine, un pays qui n'est pas connu pour le respect des droits humains. Quelle est la composition démographique de l'IETF? Est-ce qu'on a ce genre de données-là sous la main? Sous la main, pas sous ma main, là, mais il y a des données sous la main. Et en fait, c'est peut-être pas une erreur ou c'est un oubli, je ne les ai pas présentés, là, mais comment que je peux dire? Je sais que, en fait, j'y vais de souvenir, je donne des chiffres, là, mais il faudrait les valider. Donc, à la rencontre de Montréal, donc l'IETF se rencontre 3 fois par année. Comme j'ai dit, à la rencontre de Montréal en 2018, je pense qu'il y avait 1000 personnes de 47 pays différents. Donc, c'est très, très largement des hommes. À première vue, en fait, il y avait comme une diversité, disons, nationale. Bien, il y a une diversité nationale, mais c'est ça, de linguistique quand même. Ce n'était pas juste des Nord-Américains de ce que je voyais. Donc, en fait, c'est beaucoup, beaucoup des hommes. Ça a été quand même. Ça a été quand même noté. Un rapport disait We are doing bad in gender, not so bad in diversity. En tout cas, quelque chose comme ça. Ensuite, les compagnies sont très, très présentes et donc, la plupart, donc c'est ouvert à tout le monde, mais dans la vraie vie, en fait, les meetings présentiels coûtent 1 000 $. Et sont souvent faits par exemple, ici à Montréal, ça se tient au Reine-Élisabeth, donc ce n'est pas le plus petit hôtel. Et souvent, en fait, on s'attend à ce que les gens habitent là. Donc, c'est quand même très coûteux, ce qui est un obstacle aussi pour la société civile ou pour des individus. Et une chose que je remarque justement, Huawei, par exemple, je n'ai pas expliqué en détail, là, mais il y a un comité de nomination qui, son rôle, c'est de nominer des gens dans les postes clés, mais ce comité lui-même est choisi au hasard. Mais Huawei, à chaque année, il propose une centaine de personnes. Donc, quasiment la moitié des gens qui se présentent à ça, c'est des gens de Huawei. Donc, il essaie vraiment d'agir, en fait, à différents niveaux pour influencer et tout ça. Donc, il faudrait analyser plus en détail c'est quoi leur influence, pourquoi ils font ça et tout ça, mais je sais que ça préoccupe certaines personnes quand même au sein de l'IETF. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à la question démographique, là. Mais c'est sûr, en fait, c'est un oubli. Peut-être, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas marqué, là, parce que j'avais quand même pas mal de slides, là, mais voilà.
Non, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, de mon impression, moi, j'ai l'impression que ça répond certainement en partie, puis ça met en lumière encore plus que ce ne l'était le rôle possible et l'influence possible de ces intérêts privés-là. Donc, il y a Pauline par le fait même qui nous dit dans le même module de clavardage, il existe des sondages qui sont effectués auprès des participants lors des rencontres triannuelles par rapport à leur lieu de provenance, genre, âge, etc. Donc, un petit complément d'information. Pauline, qui est mon auxiliaire de recherche. Ben, on la salue. Bonjour Pauline, merci d'être là. Donc, je vois le temps qui file tranquillement. Est-ce que quelqu'un aurait une dernière intervention ou une autre question pour Donc, une fois, deux fois. Je peux peut-être faire une petite... Il ne semble pas. Vas-y, je t'en prie. Parce que je pense que c'est bien des détails, mais souvent les petits détails sont illuminants. Si on veut avoir une distance critique et pas juste répéter les discours dominants. Là. Par exemple, c'est intéressant de voir sur la question du genre où on insiste en informatique depuis une couple d'années. Il faut des fans, il faut des fans. C'est intéressant. Quand tu as montré le document signé par les 5-6 auteurs, là, puis tu as dit la première, mettons, c'est Aline, je ne sais pas trop qui, c'est intéressant d'observer que tous les auteurs étaient inscrits avec leur initiale. Donc, c'était Y Gingras, A Tremblay. Donc, c'était intéressant de voir que pendant très longtemps en sciences, les publications ne contenaient jamais de prénom. Jamais. C'était toujours Y Gingras. Moi, dans les années 80, les revues de physique, il n'y a pas d'Yves Gingras, il y a Y Gingras. Et ici, tu as vu celui que tu nous as montré, la première, tu as dit, oui, elle, là, elle est dans telle compagnie, puis c'est une femme, parce que toi, tu le sais. Il faut prendre en note que le fait qu'on ne mette pas les prénoms, et si tu t'aperçois qu'ils commencent à les mettre, là, on a un très bel effet précis de dire, bien là, il faut écrire Yves Gingras, parce qu'on veut savoir, quand on lit Gingras, si c'est un gars, bien, c'est une fille. Ce n'est pas anodin, le fait qu'on ne signe pas avec le prénom, mais qu'on mette des initiales. C'est juste une petite note qui m'a frappé dans les documents signés, parce que comme tu as dit que la première, c'est une femme, moi, je ne pouvais pas le savoir. Et les lecteurs informaticiens qui lisent ça, mais qui ne sont pas dans le réseau, ne le savent pas, parce que ça ne les intéresse pas. Ils regardent le document, ils disent, il y a 14 qui ont signé ça, on s'en sacre. Donc, je fais la prédiction, si ce n'est pas déjà le cas. Ça, c'est un vieux document que nous a montré, je crois. Hein? 2013, pas si vieux, mais... Ah, bien, encore mieux. 2013, c'est encore mieux. Je pensais que c'était plus vieux. Donc, si tu t'aperçois que, je ne sais pas, moi, à partir de 2019, quand on commence à s'exciter pour savoir s'il y a 3 filles et 3 gars, tu vas peut-être découvrir qu'on ne mettra plus A, mais Aline. Ce n'est pas anodin. C'est une simple observation de sociologie des sciences standard. Merci. Je vais regarder ça dans ma perspective de sociologie des sciences standard. Comment que ça se fait? Parfait. C'est bon. Ben, merci. Merci pour cet ajout. Merci Stéphane pour la conférence. Donc, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles petites mains levées. Alors, je te remercie au nom du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tout le monde qui a été présent aussi à la conférence et pour les discussions qui se sont suivies. Je rappelle, comme je l'ai fait au début, avant qu'on commence, que les conférences sont généralement enregistrées et que ça devrait être rendu disponible via notre chaîne YouTube et trouvable sur le site du CIRS. Alors, merci encore à tous et à toutes et merci une nouvelle fois Stéphane et au plaisir.